Arrête de quémander de l'argent, ma sœur a râlé à Noël. C'est gênant. Tous ont hoché la tête. J'ai souri, tu as raison. Puis j'ai texté ma banque, stopper tous les paiements sur ses cartes. Son téléphone a commencé à vibrer. Toute ma famille, réunie autour de la dinde farcie au marron, a hoché la tête en signe d'approbation. Ma mère m'a lancé un regard de déception. Mon père a froncé les sourcils, l'air embarrassé. J'ai senti le poids de chaque regard sur moi. J'ai souri. Un sourire glacial, calme, que personne n'a compris. J'ai posé ma serviette. J'ai dit, d'une voix claire, « Tu as raison, Bérénice. Tu as tout à fait raison. » Puis, j'ai sorti mon téléphone. Sous le brouhaha des conversations qui reprenaient, j'ai ouvert mon application bancaire. J'ai texté mon conseiller, stopper tous les paiements récurrents sur les comptes liés à Bérénice. Urgent. Son téléphone, posé à côté de son assiette de foie gras, a commencé à vibrer. Une fois. 2 fois. Et il n'a plus arrêté. C'est une histoire complexe, une histoire de secrets financiers, de trahison familiale et de ce qui arrive quand le bouc émissaire de la famille décide enfin de se rebeller. Mais avant de plonger dans les détails de ce Noël qui a tout changé, j'aimerais prendre un moment pour vous saluer. Je sais que mes histoires trouvent un écho chez beaucoup d'entre vous. C'est toujours incroyable de voir à quel point nos expériences, nos douleurs et nos victoires se rejoignent, peu importe où nous sommes dans le monde. J'adorerais savoir d'où vous m'écoutez aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous suivez cette histoire, et quelle heure il est chez vous. Votre présence et votre soutien comptent énormément pour moi, plus que vous ne pouvez l'imaginer. Bon, reprenons. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, à ce moment précis, à ce dîner de Noël, il faut que je vous raconte le début. Dans la pièce de théâtre qu'est ma famille, les rôles ont été distribués il y a bien longtemps. Dans chaque famille, il y a un soleil, et il y a une ombre. Ma sœur Bérénice, de 3 ans mon aînée, a toujours été le soleil. Et moi, Solange, 31 ans, j'étais l'ombre. Bérénice était l'enfant en or. Belle, charismatique, pleine d'assurance. Elle avait épousé Mathieu, un directeur commercial dynamique et prospère dans l'industrie pharmaceutique. Ils vivaient dans une magnifique maison d'architecte à Écully, la banlieue la plus chic et la plus prisée de Lyon. Bérénice elle-même avait un titre ronflant, coach de vie et influenceuse. En réalité, c'était un titre glorifié pour ne rien faire avec panache. Elle passait ses journées à documenter ses brunchs coûteux, ses nouveaux sacs de créateurs et leurs vacances luxueuses, le tout arrosé de légendes sur la gratitude et l'abondance. Mes parents, Marc et Nadine, buvaient ses paroles. Ils étaient si fiers de sa créativité, de son réseau, de son esprit d'entreprise. Et puis, il y avait moi. L'ombre. Solange. J'habitais un charmant mais modeste T2 à la Croix-Rousse. Un quartier historique, avec une âme, mais que ma mère qualifiait de vieillot et bruyant. Je suis compliance officer pour un grand groupe bancaire international. Un titre qui, je l'admets, est moins glamour que coach de vie. Mon travail consiste à traquer les anomalies, à repérer les fraudes, à m'assurer que des millions d'euros ne disparaissent pas dans la nature. Un travail stable, très bien payé, mais que ma famille considérait comme désespérément ennuyeux. « Oh, Solange, disait ma mère avec un geste vague de la main, elle fait de la paperasse, des chiffres, des règles. » C'est très terre à accent grave terre. Ce qu'il ne comprenait pas, ou refusait de comprendre, c'est que mon travail de paperasse me donnait une acuité redoutable. J'étais payé pour repérer les mensonges dans les bilans. Ironique, n'est-ce pas? Car j'étais incapable de repérer le mensonge béant qui se jouait sous mes yeux, dans ma propre famille. Je me souviens d'une année, au lycée. J'avais gagné le premier prix des Olympiades de mathématiques. J'étais rentrée, mon trophée à la main. Ma mère m'avait dit, c'est bien, chérie, pose ça là, avant de se tourner vers mon père. Marc, tu as vu? Bérénice a réussi à avoir octobre 2020 en philo. C'est merveilleux, elle a tellement travaillé. On devrait peut-être lui acheter cette petite voiture dont elle rêve? Ce jour-là, j'ai compris. Mes succès seraient toujours des papiers. Ses échecs seraient toujours des efforts méritant récompense.
Je n'étais pas jalouse de son argent. J'étais jalouse de sa facilité. La facilité avec laquelle elle obtenait l'amour, l'admiration, le pardon. La facilité avec laquelle elle naviguait dans la vie, sans jamais avoir à payer l'addition. Car l'addition, c'était moi qui la payais. Cette façade de réussite, cette maison à Écully, ces vacances à Courchevel, cette abondance qu'elle manifestait si bien, c'était moi qui la finançais. En secret. Depuis 4 longues années. J'étais l'ombre, et mon travail consistait à alimenter la lumière du soleil pour qu'elle brille plus fort, tout en me consumant de l'intérieur. Je savais que la situation était intenable. En tant qu'analyste financière, je hurlais intérieurement. C'était une gestion de risque catastrophique. Mais en tant que sœur, et surtout en tant que fille désespérément en quête d'une miette de reconnaissance, je continuais à payer. Mais chaque arrangement toxique, chaque secret, a un point de rupture. Et le mien n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question de trahison. Une trahison qui a commencé bien avant ce fameux dîner de Noël. Tout a commencé il y a 4 ans. Par un appel à 2 heures du matin. J'ai sursauté hors de mon sommeil, mon cœur battant à tout rompre. Bérénice. Un appel à cette heure-là ne pouvait signifier qu'une catastrophe. Allô? Bérénice? Qu'y a-t-il? Mathieu va bien? Les enfants? J'ai entendu un reniflement, puis des sanglots hystériques. Solange? Solange, j'ai fait une bêtise, une énorme bêtise. Mon sang s'est glacé. Quoi? Dis-moi. C'est ma carte. La Visa premier. J'ai acheté des meubles pour la véranda. J'ai dépassé la limite. Mathieu va le voir sur le relevé commun. Il va me tuer, Solange. Tu sais comme il est. Il m'avait dit d'arrêter de dépenser. S'il te plaît, juste cette fois. C'est 900 €. Je te rembourse le mois prochain, c'est promis, juré. Ne me laisse pas tomber, s'il te plaît. 900 €. Ce n'était pas rien, mais ce n'était pas la fin du monde. Et l'entendre si paniquer. L'entendre m'appeler à l'aide, moi. Mon cerveau de compliance officer hurlait. C'était un red flag évident. La panique, l'urgence, la promesse de remboursement facile. Mais mon cœur de petite sœur, celui qui avait toujours voulu être la sauveuse, a pris le dessus. D'accord, ai-je soupiré. Calme-toi. Je te fais le virement. Mais Bérénice, tu dois faire attention. Oh merci, merci, merci. Tu me sauves la vie. Tu sauves mon mariage. Je te revaudrai ça. Je lui ai fait le virement. Je me suis sentie utile. Puissante, même. Pour la première fois, j'étais la grande sœur, celle qui résolvait les problèmes. Le mois suivant, elle ne m'a pas remboursé. À la place, il y a eu un autre appel. C'est la facture de la LLD de la voiture. Le leasing. J'ai complètement oublié de provisionner le compte. C'est 1200 €. Je te jure, je te fais un virement pour le tout la semaine prochaine. Vraiment. Et ainsi, le cycle a commencé. Les 900 € sont devenus 1200 €, puis 1500 € pour un paiement urgent sur une autre carte de crédit dont Mathieu, évidemment, ignorait l'existence. Puis ce fut un prêt personnel pour lancer son business de coaching qui, bien sûr, n'avait jamais décollé. Les sommes étaient toujours calculées pour être juste en dessous de mon seuil de panique. Et Bérénice était une manipulatrice de génie. Elle ne demandait jamais une grosse somme. Elle me demandait de couvrir les paiements minimums. Juste le minimum, Solange, pour que les agences de crédit n'appellent pas à la maison. Tu imagines si Mathieu décroche? Elle pleurait. Elle suppliait. Elle jouait sur ma peur de la voir tout perdre, et surtout, sur ma peur que la façade familiale parfaite ne s'effondre. Je me suis retrouvée prise au piège. Je payais le minimum sur son Amex, le minimum sur sa Visa premier, une partie de son prêt Cofidis, et les mensualités de sa voiture. Les paiements ont commencé petits, quelques centaines d'euros. Mais ils ont grossi. Comme une tumeur. La dernière année,
les paiements mensuels que je versais pour elle atteignaient la somme astronomique de 3200 €. Chaque mois. Mon salaire entier, ou presque, y passait. Je ne mettais plus rien de côté. Je ne partais plus en vacances. Je portais les mêmes vêtements. Quand j'ai fait le total, juste avant ce Noël, après 4 ans, je suis tombée de ma chaise. J'avais versé 41 300 €. 41 300 € de ma poche. Et le pire? C'était que cet argent n'avait servi qu'à payer des intérêts exorbitants. La dette totale de Bérénice, elle, s'élevait à plus de 87 000 €. Pourquoi ai-je fait ça? Je me le demande encore. Ce n'était plus de la gentillesse. C'était une addiction. L'addiction à l'espoir. J'espérais que si je la sauvais, encore une fois, mes parents me verraient enfin. J'espérais que Bérénice, un jour, me regarderait avec une gratitude sincère. J'essayais d'acheter ma place au soleil. J'étais son analyste financière secrète, son gestionnaire de crise, tout en étant publiquement la petite sœur ratée qui ne sait pas gérer son argent. Cette dissonance cognitive me rongeait. Mais 41 000 €, ce n'était que de l'argent. J'aurais pu continuer à payer, j'aurais pu continuer à m'enfoncer. Si elle n'avait pas commis l'irréparable. Un mois avant Noël, elle a franchi une ligne. Elle n'a pas seulement volé mon argent. Elle a volé mon passé. Elle a volé le seul souvenir qui me rattachait à la seule personne qui m'ait jamais vraiment vue. Un mois avant ce fameux Noël, Bérénice est arrivée à mon appartement de la Croix-Rousse sans prévenir. C'était rare. Elle détestait mon quartier, le trouvant sale, bohème, son péché capital, sans parking facile. Elle n'était pas en larmes, cette fois. Elle était charmante. Trop charmante. Solange, ma chérie. Oh, ton appartement est tellement authentique. J'adore ce que tu as fait avec le mur de briques. Je l'ai regardée, méfiante. Qu'est-ce que tu veux, Bérénice? Son sourire s'est légèrement crispé. Je ne peux pas venir voir ma petite sœur préférée sans raison? Tu ne le fais jamais. Elle a soupiré, passant en mode tragédie. Tu as raison, je suis une sœur horrible. Mais là, c'est différent. J'ai un événement de networking tellement important ce soir. Le plus grand de ma carrière. Mathieu m'a mise au défi de trouver de vrais clients, de prouver que mon business est réel. Je l'ai regardé, sans rien dire. Et, je n'ai rien à me mettre. Rien qui fasse succès. J'ai la robe, mais il me manque la touche finale. Ses yeux se sont posés sur ma commode. Sur la petite boîte en velours bleu usé où je gardais le seul bijou de valeur que je possédais. Le seul que je n'aurais jamais vendu. Le collier de grand-mère, a-t-elle murmuré, s'approchant comme un vautour. C'était un collier de perles Aquaya authentique, avec un fermoir en platine et un petit diamant. Notre grand-mère me l'avait légué à moi, dans son testament. Pas à Bérénice. Parce que Solange, avait-elle écrit dans une lettre jointe, tu es la seule qui apprécie la valeur silencieuse des choses. Bérénice, elle, ne voit que ce qui brille. Non, ai-je dit, ma voix soudainement dure. Pas question. Touche pas à ça. Oh, s'il te plaît. Elle a joint les mains. Juste pour ce soir. Juste quelques heures. Ça irait tellement bien avec ma robe noire. Ça me donnera confiance. Je te le rends demain matin, promis, juré. Je le traiterai comme la prunelle de mes yeux. J'ai dit non. Solange, s'il te plaît. Tu sais comme Mathieu me met la pression. Si je réussis ce soir, je pourrai enfin te rembourser. Tout ce que je te dois. C'est un investissement, tu comprends? L'argument « rembourser » était nouveau. C'était habile. Elle savait que j'étais à bout. J'ai hésité. Et mon hésitation a été ma perte. Demain matin. Sans faute, ai-je grogné, en lui tendant la boîte. Elle m'a serré dans ses bras, pleurant presque de gratitude. Merci, merci. Tu es la meilleure. Elle ne l'a pas rendue le lendemain. Ni le surlendemain. Je l'ai harcelée pendant une semaine. Finalement, elle l'a presque jetée sur ma table basse un après-midi. Désolée, j'ai complètement zappé.
T'es vraiment stressé pour un vieux collier. J'étais tellement soulagée de le récupérer que je l'ai remis dans sa boîte sans l'inspecter. Grosse erreur. Quelques jours plus tard, j'avais un dîner de travail. J'ai ouvert la boîte. J'ai pris le collier. Il m'a semblé léger. Le fermoir avait l'air moins brillant. Les perles n'avaient pas le même éclat laiteux. Mon radar à fraude, mon instinct de compliance officer, s'est activé. Je me suis dit que j'étais paranoïaque. Le samedi suivant, j'ai apporté le collier chez Monsieur Dubois, le vieux bijoutier de la presqu'île, celui qui avait entretenu les bijoux de ma grand-mère pendant 30 ans. Il a pris le collier. Il a mis ses lunettes. Il l'a examiné sous sa loupe. Son visage s'est fermé. Il l'a pesé dans sa main. Il a testé le fermoir avec un outil. Il a relevé les yeux vers moi, l'air infiniment triste. Mademoiselle Solange. Je suis dévastée de devoir vous dire cela. C'est une imitation. Une très bonne, certes. Les perles sont en verre de haute qualité, le fermoir est en argent plaqué rhodium. Mais c'est une copie. Une copie qui vaut peut-être 150 €. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Vous êtes sûr? Certain. Je connais ce collier. Votre grand-mère me l'apportait tous les ans pour le faire nettoyer. Le poids n'est pas bon, le lustre n'est pas bon, le fermoir est grossier. Ce n'est pas lui. Je suis sortie de la boutique, l'imitation sans valeur serrée dans mon poing. J'ai appelé Bérénice. Ma voix tremblait. Bérénice, où est le collier de grand-mère? Son rire était strident, presque hystérique. Quoi? Je te l'ai rendu. Tu l'as perdu, c'est ça? Tu deviens folle? Tu m'as donné un faux. Où est le vrai? Le silence. Puis le venin. Un faux? Mais pour qui tu te prends? Tu es paranoïaque. Tu as toujours été jalouse de moi, suspicieuse. Tu préfères croire un vieux fou plutôt que ta propre sœur. Laisse-moi tranquille avec tes accusations. J'ai des choses plus importantes à faire. Et elle m'a raccroché au nez. Elle l'avait vendu. J'en étais certaine. Elle avait vendu l'héritage de ma grand-mère. Pour s'acheter quoi? Un autre sac? Une autre paire de chaussures? C'est à cet instant précis que quelque chose s'est éteint en moi. Ce n'était plus de la tristesse, ni de la déception. C'était une rage. Une rage froide, pure, et patiente. Le dîner de Noël arrivait. Et je savais, avec une certitude absolue, que ce serait la dernière fois que je jouerais leur jeu. Bérénice allait payer. Pour chaque euro. Et pour chaque perle. Le 24 décembre, je suis arrivée chez mes parents à Écully. La maison baignait dans une lumière dorée. Elle ressemblait à une publicité pour le Bon Marché ou Galerie Lafayette Gourmet. Le sapin était un géant de 3 mètres, croulant sous des décorations en verre soufflé de Murano et des lumières scintillantes. L'air sentait le pain d'épices, les agrumes et le champagne cher. C'était une mise en scène parfaite de la réussite familiale. J'avais apporté une bouteille de Clos Vougeot Grand Cru. Un vin exceptionnel. C'était le vin préféré de mon père, une folie que je m'étais permise en pensant que, peut-être, ce serait un dernier geste de paix, un dernier rameau d'olivier. Oh, merci Solange, m'a dit ma mère, Nadine, en prenant la bouteille avec distraction. Ses yeux étaient déjà tournés vers la porte, attendant l'arrivée de sa vraie fille. Pose ça dans la cuisine, chérie. Ne le mélange pas avec les bonnes bouteilles pour le dîner. J'ai obéi. J'ai posé ma bouteille à 150 € sur le plan de travail, où elle a été immédiatement éclipsée par le plateau d'huîtres Gillardeau et le caviar Pétrosian que Bérénice venait de déposer. Bérénice et Mathieu sont arrivés, en retard, bien sûr. Une entrée théâtrale. Désolé. Désolé. Le trafic était infernal en sortant du spa. Bérénice portait un nouveau manteau Balmain. Une pièce magnifique, que j'avais vue en vitrine et qui coûtait au moins 4000 €. L'argent que j'avais versé pour son assurance habitation urgente le mois dernier. Ma chérie. Comme tu es belle, s'est exclamée ma mère en l'étreignant comme si elle revenait d'un long voyage. Ce manteau est divin. Mathieu, tu la gâtes trop. Mathieu a souri,
l'air fatigué. Il travaillait dur, je le savais. Il m'a salué poliment. Salut Solange. Joyeux Noël. C'était un homme bon, mais aveugle. Aveugle à la vraie nature de sa femme. Nous sommes passés à table. Le dîner était une farce. Une performance. La conversation tournait exclusivement autour de Bérénice. Son prochain voyage à Courchevel, juste une petite semaine, j'en ai tellement besoin, ces clientes incroyables, elles disent que je change leur vie, son nouveau projet de retraite bien-être à Bali. J'ai écouté en silence, mangeant mon chapon farci. Mes tantes et oncles, tante Hélène et oncle Paul, buvaient ses paroles. Quelle énergie, cette fille, disait oncle Paul. Toujours à 100 à l'heure. Mon père s'est tourné vers moi, presque par obligation. Et toi, Solange? Toujours tes chiffres? Ça se passe bien, la compta? La conformité, papa. Oui, ça va. J'ai eu une promotion et une augmentation. Oh, c'est bien, a-t-il dit, son regard déjà en train de glisser vers Bérénice qui montrait des photos sur son téléphone. C'est stable. C'est bien, la stabilité. L'année dernière, cette indifférence m'aurait poignardé. J'aurais essayé de parler de mes succès, de détailler la complexité de mon poste, de prouver ma valeur. Mais cette année, j'étais étrangement calme. J'étais comme une spectatrice. J'observais la dynamique toxique, la façade brillante qui cachait la pourriture. Je n'étais pas triste. J'étais fatiguée. Et froide. Terriblement froide. J'attendais. Je savais que Bérénice, ivre de sa propre importance et du champagne ruinard, qui n'était pas ma mauvaise bouteille, finirait par commettre une erreur. Et elle n'a pas déçu. L'erreur est venue juste après le plat principal, sous la forme de notre jeune cousine. Après le chapon, avant la bûche, notre jeune cousine, Justine, s'est jointe à nous. C'est la fille de ma tante Hélène. Une jeune femme brillante, étudiante en 2e année de droit à la fac, mais qui, comme beaucoup d'étudiants, était submergée par les réalités financières. C'est juste, ce prêt étudiant, disait-elle à ma mère et ma tante. C'est 10 000 €, et j'ai l'impression que c'est une montagne. Les taux sont si élevés, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Mon instinct professionnel s'est immédiatement réveillé. C'était mon domaine. Justine, ai-je commencé, d'une voix douce, il y a des options. Tu devrais regarder les possibilités de rachat de crédit pour les étudiants. Avec ton dossier académique, tu pourrais certainement obtenir un taux bien meilleur. Il y a aussi des... Oh, Solange, arrête, m'a coupé ma mère, Nadine, avec un petit rire agacé. Ne l'ennuie pas avec tes termes techniques compliqués. C'est Noël. Tu vas lui donner mal à la tête. Je me suis tue, le visage brûlant. L'humiliation était instantanée. Comme si j'étais une enfant qui avait dit une bêtise. Ma mère s'est tournée vers Bérénice avec un sourire radieux, comme si elle présentait une sauveuse. Justine, ma chérie, tu devrais demander à Bérénice. Elle sait comment gérer l'argent. Elle a un esprit d'entrepreneur. C'est une vraie experte en mindset de richesse. J'ai failli m'étouffer avec mon verre d'eau. Une experte. La femme dont je payais les 3 200 € de mensualité de dette. La femme qui avait 87 000 € de passifs cachés. Bérénice a adoré. Elle s'est redressée, a pris un air grave et professoral. Elle a posé sa main manucurée, dont j'avais payé la facture, sur le bras de Justine. Tu vois, Justine, a-t-elle commencé, d'une voix mielleuse, le problème, ce ne sont pas les 10 000 €. Ça, c'est juste un détail. Le problème, c'est ta mentalité. Tu es dans une mentalité de manque, point. Justine la regardait, totalement perdue. L'argent, c'est une énergie, a continué Bérénice, ses yeux brillants de conviction, ou de folie. Tu dois manifester l'abondance. Tu dois visualiser la richesse pour qu'elle vienne à toi. Tous les matins, tu te lèves, tu te regardes dans le miroir et tu dis « Je suis riche ». L'argent vient à moi, point. Mais, je dois quand même payer la banque, non, a balbutié Justine. Les détails n'ont pas d'importance, a balayé Bérénice d'un geste de la main ornée de bagues, que je payais. Tu dois juste y croire.
Regarde-moi. J'ai commencé sans rien. Mais je crois en l'abondance, je vibre à la bonne fréquence, et l'univers me le rend. L'univers m'envoie tout ce dont j'ai besoin. J'étais absolument écœurée. C'était obscène. Elle débitait ses absurdités New Age tout en suçant le sang financier de sa propre sœur. L'univers lui envoyait de l'argent, en effet. L'univers avait un nom, un rib, et il était assis juste en face d'elle. Justine, sentant qu'elle n'obtiendrait rien d'utile, a poliment remercié et s'est éclipsée pour aider à préparer le café. Je l'ai suivie dans la cuisine quelques minutes plus tard. Elle avait l'air abattue. « Écoute, ai-je murmuré, ne fais pas attention à ces bêtises. L'univers ne paiera pas tes factures. » J'ai sorti une carte de ma poche. C'est un excellent conseiller financier spécialisé dans les prêts étudiants. Il a aidé un collègue. Il est discret et brillant. Appelle-le de ma part. Justine m'a regardé avec un soulagement immense, ses yeux se remplissant de larmes. Merci, Solange. Vraiment. Je ne comprends rien à ce qu'elle raconte sur l'univers. Parce que c'est du charabia. Tiens, prends la carte. C'est à ce moment précis que Bérénice est entrée dans la cuisine. Elle nous a vus. Ma main tendant la carte à Justine. Son visage s'est durci. L'experte en mincet de richesse n'aimait pas être contredite. Mon Dieu, Solange. Et c'est là que tout a explosé. Mon Dieu, Solange. La voix de Bérénice a claqué comme un fouet dans la cuisine. Justine a sursauté et a failli lâcher la carte. Qu'est-ce que tu fais encore? J'ai cru que maman t'avait dit d'arrêter de l'ennuyer avec tes trucs compliqués. Je n'ennuie personne, Bérénice. J'aide Justine. L'aider? Elle a ri. Un rire aigu et méprisant qui m'a glacé le sang. Tu essaies de lui vendre quoi, maintenant? Une de tes obscures assurances-vie? Un plan d'épargne pourri? Je ne vends rien, ai-je dit, ma voix dangereusement basse. Je lui donne un contact. Un contact. Elle a fait un pas en avant, son visage déformé par la colère. Toi? Aider quelqu'un financièrement? Mais tu n'es même pas capable de t'aider toi-même. Regarde-toi. Elle m'a désigné de la tête aux pieds. J'étais en jean brut et un simple pull en cachemire. Elle, dans sa robe de cocktail en soie. Tu n'as rien. C'est pour ça que tu vis dans ce taudis à la Croix-Rousse. C'est pour ça que tu conduis cette poubelle. Tu es toujours fauché. Tu n'as aucun mincet. Le bruit avait attiré le reste de la famille. Mes parents, Mathieu, mes tantes. Ils se tenaient dans l'encadrement de la porte, observant la scène avec une curiosité malsaine. Bérénice, enhardie par son public, était maintenant lancée. Elle jouait pour eux. J'en ai tellement marre de tes problèmes. Tu passes ton temps à te plaindre. Tu m'appelles toutes les semaines pour pleurer sur tes factures. C'est épuisant. Je la regardais, stupéfaite. J'étais paralysée par l'audace, par l'énormité du mensonge. C'était une inversion parfaite de la réalité. C'était elle qui m'appelait. C'était mes factures qui souffraient. Bérénice, de quoi tu parles, ai-je réussi à articuler. Oh, ne joue pas l'innocente. Tu sais très bien. Tu n'arrêtes pas de me quêter de l'argent. Tout le temps. Oh, Bérénice, je suis à découvert, oh, Bérénice, tu peux m'aider pour le loyer? Franchement, c'est gênant. Tu nous fais honte à tous. Le silence dans la pièce était total, assourdissant. Justine était blanche comme un linge. Mathieu avait l'air mal à l'aise. Mes parents me regardaient. Pas avec colère. Avec déception. Avec pitié. Ils la croyaient. Bien sûr qu'ils la croyaient. Elle était le soleil. Le soleil ne ment pas. L'ombre, par définition, est suspecte. Solange. A commencé mon père, Marc, d'une voix lourde de reproches. Je suis tellement déçue. Si tu avais des difficultés, tu aurais dû nous en parler. Nous t'aurions aidé. Il a secoué la tête. Mais Bérénice a raison. Arrête de quêter de l'argent à ta sœur. Ce n'est pas correct. Quêter.
Le mot a explosé dans ma tête. Mendiante. Quémandeuse. Je l'ai regardée. Bérénice. Dans son manteau balmain. Avec sa montre Cartier, que je payais. Planifiant son voyage à Courchevel, que j'avais financé. Et elle m'appelait mendiante. J'ai senti le sang quitter mon visage. J'ai senti la rage monter, une vague bouillante. J'ai revu l'image du faux collier. Le collier de ma grand-mère. Vendu pour ça. Pour cette performance dégoûtante. C'est à cet instant que le dernier fil de ma patience, le dernier vestige de mon amour de petite sœur, s'est rompu. La rage froide que je contenais depuis un mois est montée en moi. Ce n'était plus de la colère. C'était du verre pilé dans mes veines. C'était une clarté absolue. À cet instant, j'ai senti quelque chose se briser en moi pour de bon. La dernière once de respect familial, le dernier lambeau d'espoir que j'avais. Dites-moi, honnêtement, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous crié la vérité? Pleuré de rage? Auriez-vous jeté votre verre à sa figure? Je veux lire vos réactions dans les commentaires. Parce que ce que j'ai fait, je l'ai fait froidement. Et je ne regrette rien. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et j'ai souri. Mon sourire l'a déstabilisé. Un sourire dans une telle situation est plus terrifiant que des cris. Bérénice s'attendait à des larmes, à des dénégations, à une crise d'hystérie. Elle ne s'attendait pas à ce calme. Tu souris, a-t-elle bégayé, son assurance vacillant pour la première fois. J'ai hoché la tête. J'ai posé mon verre d'eau. J'ai essuyé mes lèvres avec ma serviette. Tu as raison, Bérénice, ai-je dit, ma voix claire et nette dans le silence de la cuisine. Tu as tout à fait raison. Je dois prendre mes responsabilités. Et surtout, je dois arrêter d'être un fardeau financier pour toi. Tu m'as ouvert les yeux. Elle m'a regardée, confuse, mais visiblement satisfaite d'avoir gagné la joute verbale. Solange, range ce téléphone, on est à table. C'est impoli, m'a ordonné ma mère, voyant que j'avais sorti mon portable. 2 secondes, maman. Je règle juste un problème financier urgent. Comme Bérénice l'a suggéré. Sous la table, mes doigts n'ont jamais été aussi rapides. J'ai ouvert l'application de ma banque, la Société Générale. J'ai utilisé la reconnaissance faciale. L'ironie. J'ai navigué vers la section « Virements et prélèvements ». Il y avait une liste que je connaissais par cœur. Une liste qui me donnait des insomnies. Virement mensuel permanent. Libellé, Bérénice Loyer aide. Montant, 3200 €. J'ai cliqué dessus. Mon pouce a tremblé une microseconde. Puis il est devenu lourd comme du plomb. J'ai appuyé sur « Supprimer ». Le téléphone a demandé confirmation. Voulez-vous vraiment supprimer ce virement permanent? J'ai appuyé sur « Oui ». Un petit chèque vert est apparu. Paiement autorisé. Carte Amex Bérénice. Plafond 1500 €. Supprimer l'autorisation. Oui. Paiement autorisé. Carte Visa Premier Bérénice. Plafond 1000 €. Supprimer l'autorisation. Oui. Prélèvement automatique. Prêt Cofidis, référence, Bérénice. Bloquer le prélèvement. Oui. Prélèvement automatique. Prêt CTLM, référence, Bérénice. Bloquer le prélèvement. Oui. En moins de 60 secondes, j'avais coupé toutes les lignes de vie financière que je lui tendais comme une idiote depuis 4 ans. J'avais fermé les vannes. J'ai relevé la tête. Bérénice avait recommencé à parler, se vantant auprès de ma tante Hélène de la façon dont elle avait dû recadrer sa petite sœur. Elle est tellement irresponsable, c'est épuisant. Puis, son téléphone, posé face visible sur la nappe, à côté de son assiette de bûche, s'est allumé. BZZZT. Un email de la Société Générale. Confirmation de suppression de virement permanent. Elle l'a ignoré, continuant sa phrase. BZZZT. Un SMS de Cofidis. Votre prélèvement automatique a été révoqué par votre banque. Veuillez nous contacter. Elle a froncé les sourcils.
BZZZT, BZZZT, BZZZT. 3 notifications d'affilée. Sa banque. CTLM. Amex. Paiement refusé. Autorisation de paiement annulée. Paiement de 800 € à Balmain refusé. Elle a attrapé son téléphone. Son visage est passé du rose de l'autosatisfaction au blanc craie. Puis au gris. Qu'est-ce que? A-t-elle commencé à murmurer, ses doigts tremblants essayant d'ouvrir les notifications. Mathieu l'a regardé. Un problème, chérie? Non, non, c'est du spam. Juste du spam, a-t-elle bégayé. Je me suis levée. J'ai pris mon manteau. Tu pars déjà, Solange, m'a demandé mon père, l'air toujours aussi déçu et sévère. Oui. Bérénice m'a ouvert les yeux. Je dois arrêter d'être un fardeau. Et je dois prendre mes responsabilités. J'ai regardé Bérénice. Merci pour le conseil, grande sœur. Joyeux Noël. Je me suis dirigée vers la porte. Derrière moi, le téléphone de Bérénice n'arrêtait pas de vibrer. Des alertes, des emails, des SMS. La machine infernale qu'elle avait créée, et que j'alimentais, venait de se gripper. Et c'était le plus beau son du monde. Je suis sortie dans l'air froid de la nuit. C'était le son de la liberté. Je savais que Bérénice était finie. Mais je ne savais pas à quel point la tempête serait violente. La vraie guerre commençait à peine. Les 15 minutes de trajet entre Écully et la Croix-Rousse se sont déroulées dans un silence surnaturel. Je n'ai pas mis de musique. J'ai juste écouté le bruit des pneus sur l'asphalte humide. J'étais calme. Vide. Comme après une opération chirurgicale majeure, quand l'anesthésie se dissipe mais que la douleur n'est pas encore arrivée. Je n'avais pas encore atteint le quai de Saône quand mon téléphone, en mode silencieux, s'est allumé sur le siège passager. L'écran affichait « Bérénice ». J'ai laissé sonner. L'appel s'est terminé. Une seconde plus tard, il s'est rallumé. Bérénice. J'ai appuyé sur « Refuser ». Immédiatement, il a ressonné. Bérénice. Refusé. Puis les messages ont commencé. Une avalanche. Un barrage. Qu'est-ce que tu as fait? Mes cartes sont refusées. La boutique Balmain vient de m'appeler. Rallume les paiements tout de suite. Ce n'est pas drôle Solange. C'est Noël. Maman veut te parler, elle est furieuse. Pourquoi tu fais ça? Réponds bordel. Tu es en train de gâcher ma vie. Solange, je te jure que tu vas le payer. Je suis arrivée chez moi. J'ai posé mon téléphone sur la table de la cuisine. Il vibrait, sautant presque sur le bois comme un poisson hors de l'eau. 14 appels manqués. 23 messages. Je n'ai pas répondu. Je l'ai éteint. Je me suis fait une tisane. Verveine. Et je me suis mise au travail. Mon travail de paperasse allait enfin servir à quelque chose de personnel. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai accédé à mes archives bancaires sécurisées des 4 dernières années. Pendant 3 heures, dans le silence de mon appartement, j'ai travaillé avec une précision chirurgicale. J'ai créé un document PDF. Un document que j'ai nommé Audi Bérénice 2019-2023. 47 pages. Page 1, résumé. Total payé par Solange, 41 300 €. Dette totale estimée de Bérénice, 87 000 €. Page février 2020, relevé bancaire surligné. Ligne par ligne. Chaque virement, chaque paiement de carte, chaque prélèvement. Daté, sourcé. Page 21 à 45, capture d'écran de nos conversations. Jure-moi que c'est la dernière fois. Moi, 12 mars 2021. Promis Solange, je te rembourse lundi. Elle, 12 mars 2021. Bérénice, je suis à découvert à cause de toi. Moi, 5 juillet 2022. S'il te plaît, juste cette fois, Mathieu va me quitter. Je n'ai personne d'autre. Elle, 5 juillet 2022. Chaque mensonge, chaque promesse brisée. Page 46, l'estimation de Monsieur Dubois pour le collier de grand-mère.
150 €. Page 47. La photo côte à côte. Le vrai collier, une photo de moi le portant, prise il y a des années, et le fou qu'elle m'avait rendu. Avec le reçu scanné de l'expertise. Quand j'ai eu fini, j'ai cliqué sur Enregistrer. J'ai envoyé ce PDF sur 3 comptes email différents, dont mon email professionnel, protégé par le pare-feu de la banque. Une sauvegarde. Mon assurance vie. J'ai rallumé mon téléphone. 34 appels manqués. 52 messages. J'étais prête. Je pensais être prête à tout. J'avais tort. Je ne m'attendais pas à ce que mes propres parents soient les premiers à m'attaquer, avec une telle violence. L'armée de Bérénice se mettait en marche. Le lendemain matin, 7 heures. Le 25 décembre. Mon téléphone sonne. Maman. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai décroché. Je n'ai pas eu le temps de dire « Bonjour » ou « Joyeux Noël ». Solange. Sa voix était méconnaissable. Aiguë, stridente, pleine de fureur et de larmes. Qu'est-ce que tu as fait à ta sœur? Qu'est-ce que tu as fait? Bonjour maman. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ne joue pas à ça avec moi. Ne me prends pas pour une imbécile. Bérénice est ici. Elle est en pleine crise de nerfs. Elle n'a pas dormi de la nuit. Elle dit que tu as coupé toutes ses cartes. Que tu l'as ruinée. Comment peux-tu être si cruel? C'est ta sœur. C'est Noël. Sa douleur semblait réelle. Mais elle était dirigée vers la mauvaise personne. Maman, dis-je, ma voix plate, morte, j'ai payé les dettes de Bérénice pendant 4 ans. J'ai payé 41 000 € de mes poches. Hier soir, elle m'a traitée de mendiante devant toute la famille. Alors j'ai arrêté de payer. Silence. Un silence choqué. J'ai entendu ma mère respirer. 41 000 €. Solange, ne dis pas de bêtises. C'est absurde. Tu mens. Bérénice nous a tout dit. Ah oui? Et qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle a dit que c'était toi qui lui devais de l'argent. Que tu lui avais emprunté pour un investissement qui avait mal tourné, et qu'elle t'avait coupé les vivres hier. Et que par vengeance, tu avais piraté ses comptes. J'ai ri. Un rire sec, sans joie. Pirater ses comptes? Maman, je n'ai rien piraté. J'ai juste arrêté de payer ce qui n'est pas à moi. Assez. J'ai entendu du bruit. Mon père venait d'arracher le téléphone des mains de ma mère. Sa voix à lui n'était pas stridente. Elle était glaciale. Solange. Bonjour papa. Je ne sais pas quel jeu tu joues. Je ne sais pas ce qui t'a pris. Mais ça s'arrête maintenant. Ta sœur est en détresse. Son mariage est en jeu. Mathieu va découvrir. Tu es en train de détruire cette famille. Par pure jalousie. Papa, ce n'est pas de la jalousie. C'est la vérité. J'ai les preuves. Je me fiche de tes preuves. Je me fiche de tes histoires et de tes chiffres. Ta sœur est fragile. Tu l'as toujours su. Elle n'est pas comme toi. Elle n'a pas ta froideur. Ma froideur. Ce qui était ma plus grande blessure était, à leurs yeux, ma plus grande force. Toi, tu as toujours été la plus forte, la plus indépendante. Tu es en train d'abuser de sa faiblesse. C'est ignoble. J'étais sans voix. La fragile Bérénice venait de me poignarder dans le dos. Et le fort Solange était celle qui pleurait silencieusement, le matin de Noël, seule dans son appartement vide. Rétablis ses paiements. Immédiatement, a-t-il ordonné. Et viens t'excuser. Non. Le mot est sorti, petit mais indestructible. Non, papa. Il y a eu un long silence. Un silence de tombe. Puis il a dit, d'une voix qui a brisé le peu de cœur qu'il me restait, alors tu n'es plus ma fille. Tu as fait ton choix. Ne nous appelle plus. Ne viens plus ici. Clic. Il avait raccroché. Il n'avait même pas cherché à savoir la vérité. Il n'avait pas posé de questions. Ils avaient entendu sa version,
Une version délirante de piratage et de jalousie, et cela leur suffisait. Elle était le soleil. Et le soleil ne peut pas mentir. J'ai pleuré. Pas pour Bérénice. Pas pour l'argent. J'ai pleuré pour l'innocence que je venais de perdre. La réalisation que mes propres parents me choisiraient toujours en dernier. J'étais, et je serai toujours, le bouc émissaire. Mais Bérénice n'en avait pas fini. Elle avait perdu sa banque. Elle avait rallié ses parents. Il ne lui restait qu'une seule personne à manipuler, son mari, Mathieu. Et pour cela, elle allait utiliser l'arme la plus sale, la plus vicieuse, la plus impardonnable de son arsenal. J'ai passé le reste de la journée de Noël seule. J'ai coupé mon téléphone. Je n'arrivais pas à absorber le choc. Mon propre père m'avait renié. Pour un mensonge. Pour elle. J'ai regardé des films de Noël stupides à la télévision, en mangeant les restes de la veille. J'essayais de ne pas penser à la bombe que j'avais lâchée, et à celle qui venait d'exploser en retour. Le lendemain matin, le 26, j'ai rallumé mon téléphone. Il y avait un flot de notifications. La plupart provenaient de tantes et d'oncles confus, qui avaient dû entendre une version tronquée de l'histoire. Solange, ta mère est si inquiète, que se passe-t-il? Je les ai ignorés. Mais un appel avait attiré mon attention. Un message vocal. Justine, ma jeune cousine. Sa voix était basse, urgente, paniquée. Solange? C'est Justine. Rappelle-moi dès que tu peux. C'est Bérénice. Elle est devenue complètement folle. Elle est en train de raconter des choses horribles. S'il te plaît, rappelle-moi. Un frisson m'a parcouru le dos. Plus horrible que piratage et jalousie? Qu'y avait-il de pire? Je l'ai rappelé. Elle a décroché à la première sonnerie. Justine? Qu'est-ce qui se passe? Solange. Oh mon Dieu. J'ai essayé de t'appeler hier. Ça va? Ça va, ai-je menti? Mon père m'a renié. C'est tout. Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Solange, c'est à propos de Mathieu. Quoi, à propos de Mathieu? Elle a parlé à Mathieu. Il a dû voir les alertes de la banque. Il lui a demandé des comptes. Il a dû voir les 87 000 € de dette. Et tu sais ce qu'elle lui a dit? Pour se défendre? Je n'osais pas imaginer. Elle lui a dit que tu étais amoureuse de lui. Que tu l'as toujours été. J'ai failli lâcher mon téléphone. Quoi? C'était si absurde que j'ai cru à une blague. Je suis sérieuse, Solange, dit Justine, sa voix tremblant de rage. Elle lui a dit que tu étais pathologiquement jalouse de leur couple. Et que l'argent qu'elle te devait, c'était un prêt que tu lui avais imposé pour la tenir. Que tu la faisais chanter. Et que la raison pour laquelle tu avais tout coupé, c'est parce qu'elle avait refusé tes avances envers Mathieu. J'étais physiquement malade. J'avais envie de vomir. Ce n'était plus du mensonge. C'était de la pure diffamation. C'était d'une perversité. Elle n'essayait pas seulement de sauver sa peau. Elle essayait de détruire la mienne. De me peindre comme une sorte de prédatrice, une folle, une briseuse de ménage déséquilibrée. Solange, dit Justine, paniquée. C'est horrible. Et je crois que Mathieu la croit. Il est furieux. Il a appelé mon père pour lui dire de tenir sa nièce perverse loin de sa famille. Il la croit? Je ne sais pas. Mais il est très en colère. Et tante Nadine et oncle Marc confirment son histoire. Ils disent à qui veut l'entendre que tu as toujours été instable et possessive avec Bérénice. J'ai compris la stratégie. Le manuel parfait de la personnalité narcissique. Quand tu es prise la main dans le sac, n'avoue jamais. N'explique jamais. Attaque. Accuse la victime de ce que tu as fait, et amplifie-le par 1000. Elle m'accusait de chantage, alors que c'était elle qui m'avait fait chanter émotionnellement pendant 4 ans. Elle m'accusait d'être obsédée par son mari, alors que c'était elle qui était obsédée par l'argent. Elle venait de commettre son erreur fatale. Elle pensait que Mathieu était aussi aveugle et partial que nos parents.
Elle oubliait qu'il était directeur commercial. Un homme dont le métier était de lire les gens, de sentir le bluff. Et elle avait oublié une chose. La chose la plus importante. J'avais les preuves. Pensez-vous vraiment qu'il va la croire? Pensez-vous qu'un homme comme Mathieu va gober une histoire aussi énorme? Dites-le moi dans les commentaires. Parce que la confrontation finale, elle n'a pas eu lieu chez mes parents. Elle n'a pas eu lieu au téléphone. Elle a eu lieu sur mon paillasson. 2 heures plus tard, on a frappé à ma porte. Pas timidement. Pas poliment. On martelait le bois. Bam. 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 J'ai regardé par l'œilleton. Mathieu. Seul. Son visage était un masque de fureur contenue. Il était pâle. Ses mâchoires étaient serrées. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai ouvert la porte. Il m'a regardé, ses yeux me transperçant. Il cherchait la folle perverse. Solange. Sa voix était basse, tendue. Bérénice m'a raconté son histoire. Je sais, ai-je dit calmement. L'histoire où je suis amoureuse de toi. Il a été surpris par mon calme. Elle m'a parlé de ta fixation. De ta jalousie. De la façon dont tu l'as piégée avec de l'argent pour t'approcher de moi. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Et tu la crois? Je ne sais plus qui croire, a-t-il admis, et c'était la chose la plus honnête que j'avais entendue depuis 48 heures. Je sais que ma femme dépense trop. Je sais qu'elle exagère. Mais ce qu'elle décrit, c'est monstrueux. Alors je suis venue ici. Je veux la vérité. De ta bouche. Je l'ai regardé pendant une longue seconde. L'homme que ma sœur accusait de m'obséder. Je n'ai rien dit. Je me suis retournée, j'ai marché jusqu'à mon bureau, j'ai pris mon ordinateur portable. Je suis revenue vers lui. Je l'ai ouvert sur la table de la cuisine. Je ne vais rien te dire, Mathieu. Je vais te montrer. Je lui ai tourné l'écran. J'ai ouvert le fichier Audi Bérénice 2019-2023.pdf. Qu'est-ce que c'est? C'est mon travail de paperasse. C'est mon obsession. C'est la vérité. Lis. Il a hésité, puis il s'est assis sur la chaise de ma petite cuisine. Et il a commencé à lire. Pendant 10 minutes, le seul bruit dans mon appartement fut le clic de la souris et sa respiration, qui devenait de plus en plus lourde. Je l'ai vu passer la page 1, le résumé. 41 000 euros. 87 000 euros. Je l'ai vu passer les relevés bancaires. J'ai vu ses sourcils se froncer. Je l'ai vu lire les messages. Les supplications de Bérénice. Mes réponses fatiguées. J'ai vu sa mâchoire se serrer si fort que je craignais qu'il ne se casse une dent. Je l'ai vu arriver à la page 46. Le rapport d'expertise du bijoutier. 150 euros. Et puis la page 47. La photo du faux collier à côté de celle du vrai. Il a fermé l'ordinateur portable. Très lentement. Il n'a pas crié. Il n'a pas explosé. Il a juste dit, d'une voix morte, elle a vendu le collier de ta grand-mère. Elle l'a fait, ai-je confirmé. Il s'est levé. Il m'a regardé, et pour la première fois, j'ai vu non pas de la colère, mais une honte profonde, écrasante. Solange. Je ne savais pas. C'est à ce moment-là que la porte s'est ouverte à la volée. Bérénice. Elle avait dû le suivre. Elle était en larmes, ses cheveux en désordre. Une vraie performance. Mathieu. Ne l'écoute pas. Elle te ment. C'est une manipulatrice. Elle essaie de nous séparer. Mathieu s'est tourné vers elle. Lentement. Comme un prédateur. Le collier, Bérénice. Le sang a quitté le visage de ma sœur. Toute sa performance s'est évaporée. Le collier? Le collier de sa grand-mère, bordel, a-t-il hurlé. Une rage qu'il avait contenue pendant des années. Tu l'as vendu? Bérénice a compris qu'elle était piégée. Le mensonge sur moi et Mathieu s'était évaporé. Il ne restait que la froide réalité de ses actions. Alors,
elle a fait ce qu'elle faisait de mieux. Elle s'est tournée vers moi. Théoï, a-t-elle crié, se jetant presque sur moi. C'est de ta faute. Tu as tout gâché. Tu as ruiné ma vie. Tu as toujours été jalouse. J'ai reculé d'un pas. Et j'ai dit les mots que j'avais attendu 4 ans pour dire. Non, Bérénice. Tu l'as fait toi-même. Le jour où tu as choisi l'argent plutôt que ta famille. Le jour où tu as vendu le collier de grand-mère. Maintenant, sors de chez moi. Elle m'a regardé, hébétée. Sors, ai-je répété, en ouvrant la porte. Mathieu l'a attrapé par le bras. Il ne m'a pas regardé. Il avait trop honte. Il l'a traîné hors de mon appartement. Je les ai entendus se disputer dans le couloir, puis l'ascenseur est arrivé. Et puis, le silence. J'ai fermé ma porte. J'ai tourné le verrou. Et pour la première fois, j'ai respiré. Le chaos qui a suivi a été spectaculaire. Mais ce n'était plus mon chaos. Mathieu n'a pas divorcé de Bérénice. J'ai appris plus tard, par Justine, qu'il était resté pour les enfants. Mais il a fait ce que j'aurais dû faire depuis longtemps, il a coupé les vivres. Totalement. Il a pris le contrôle de toutes les finances. Il a fait ce que j'appelle un audit de vie. Il a vendu la maison d'architecte à Écully. Ils ont déménagé dans un T4 beaucoup plus modeste à Villeurbanne. Il a vendu le SUV de luxe de Bérénice et son propre cabriolet. Il leur a acheté une Twingo d'occasion. Pour eux deux. Et Bérénice? Bérénice a dû faire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait de sa vie, elle a dû trouver un vrai travail. Elle est devenue caissière à temps partiel chez Monoprix. L'ironie était si délicieuse que j'ai failli sourire en l'apprenant. J'imaginais l'ancienne coach de vie, l'experte en mindset de richesse, demandant, avec la carte du magasin, à ses anciens voisins d'Écully. Mes parents? Ce fut plus compliqué. Quand le reste de la famille, menée par une Justine furieuse, qui avait partagé une version édulcorée mais efficace de l'histoire, a appris la vérité, mes parents ont été ostracisés. Ma tante Hélène, la sœur de ma mère, l'a appelé et lui a dit que leur aveuglement volontaire et leur cruauté envers moi étaient impardonnables. Face à la honte sociale, ils sont venus s'excuser. Un après-midi, ils se sont tenus à ma porte, l'air piteux. Nous ne savions pas, Solange. Elle nous a tellement menti. J'ai accepté leurs excuses. Mais une relation, c'est comme un miroir. Une fois brisé, vous pouvez recoller les morceaux, mais vous verrez toujours les fissures. Je vous pardonne, leur ai-je dit. Mais je n'oublierai pas. Je les vois maintenant lors des grandes occasions. C'est poli. C'est cordial. C'est distant. C'est ce qu'ils méritent. 6 mois après ce Noël, j'ai reçu un message d'un numéro que je ne connaissais pas. C'était une capture d'écran d'un virement bancaire. 100 €. Le message en dessous disait « Premier paiement ». Il en reste 409. Je suis désolé, pour le collier. Je n'ai pas répondu « C'est bon ». Je n'ai pas répondu « Je te pardonne ». J'ai juste écrit « Reçu ». Cela fait maintenant 1 an. Je reçois 100 € tous les mois. À ce rythme, elle aura fini de me payer dans 34 ans. Mais ce n'est plus mon problème. Quant à moi, j'ai pris ces 3200 € que je jetais dans le vide chaque mois, et je les ai investis. Sur mon propre portefeuille. Mon travail de paperasse est très doué pour faire fructifier l'argent. Je suis toujours Solange, la compliance officer au travail ennuyeux. Je vis toujours dans mon T2 à la Croix-Rousse. Mais je ne suis plus l'ombre. J'ai compris que j'étais mon propre soleil. J'ai aidé Justine à restructurer son prêt étudiant, et pour me remercier, elle m'a emmené dîner dans un restaurant étoilé. C'était elle qui payait. Parfois, s'aimer soi-même signifie prendre les décisions les plus difficiles. Cela signifie dire non, même si votre voix tremble. Cela signifie mettre le feu au pont qui vous blesse, même si c'est le seul pont qui vous relie à votre famille. Avez-vous déjà dû prendre une décision radicale pour vous protéger de votre propre famille? Avez-vous déjà dû couper les ponts pour sauver votre santé mentale ou financière? Quelle est votre histoire? Partagez-la dans les commentaires ci-dessous. Vos histoires comptent. Elles méritent d'être entendues.
Merci de m'avoir écouté.